Alors, l'Algérie va nous amener tout naturellement au pays voisin, c'est-à-dire le Maroc, donc. Le grand voisin. Que vous connaissez bien, Bernard Lugan, et auquel vous consacrez donc cette histoire du Maroc des origines à nos jours, publiée aux éditions Ellipse, un livre dans lequel on retrouve les qualités qui caractérisent vos ouvrages, c'est-à-dire une densité d'informations très importante, mais ce qui va de pair avec une clarté dans l'expression tout à fait didactique, et le tout accompagné par un appareil de cartes, alors tout à fait remarquable. C'est très rare dans ce genre d'ouvrage de bénéficier de cet apport très important sur le plan pédagogique pour ceux qui entendent vraiment étudier en profondeur l'histoire d'un pays, ici en l'occurrence le Maroc. Alors, tous mes livres ont un appareil de cartes et j'ai une formation de cartographe également, parmi les multiples cordes à mon arc, et je vais toujours privilégier la carte. Mais non pas la carte telle qu'on la voit trop souvent, qui embrouille la question, mais la carte qui, au contraire, fait la synthèse de la question. Une carte très simple, très claire, mais qui explique ou qui permet d'ancrer certaines idées. Et moi, je travaille toujours avec des cartes. C'est fondamental. Et dans ma revue L'Afrique réelle, tous les articles sont illustrés de cartes en couleur, parce que j'ai la chance de travailler sur Internet et par PDF. Donc là, je peux vraiment faire des cartes en couleur, et c'est très utile très utile. Une question à propos de votre ouvrage, Bernard Lugan. Est-ce que Lugan n'avait-il pas déjà écrit une première histoire du Maroc avant celle qui vient de sortir? Alors oui, mais c'est pas le même livre. C'est pas le même livre pour une raison très simple, c'est que une quinzaine d'années, je crois. Ma précédente histoire du Maroc est sortie en 1989. Ah bon, en effet. Réédité telle quelle en 2000. Sans correction, parce que l'éditeur de l'époque était tellement radin qu'il n'a pas voulu actualiser, parce que ça coûtait trop cher. Donc j'ai ressorti la même édition, donc sans pouvoir actualiser. C'est un livre totalement différent. Pourquoi? Parce que entre la fin de la décennie 1990 et aujourd'hui, l'historiographie a considérablement avancé. Elle a avancé dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de l'histoire ancienne, du Maroc avant le Maroc. Il y a eu des découvertes formidables qui ont été faites quant à la réalité de l'implantation romaine, quant à la réalité du christianisme, on en parlera tout à l'heure. Également, pour ce qui est de toute la période pré-protectorat, la grande histoire marocaine, parce qu'il y a eu énormément de travaux par les collègues marocains, et les jeunes collègues marocains qui ont soutenu des dizaines de thèses. Et je rends toujours un hommage très vibrant à l'université marocaine, parce que les Marocains ont conservé le grand côté qui était le grand côté universitaire français, qui n'existe plus en France. C'est-à-dire qu'ils ont conservé cette excellence avec les thèses de doctorat. Ils ont conservé les grandes thèses. Alors qu'en France, maintenant, on fait des petites thèses qu'on bâcle en 3-4 ans, genre PhD américain. Ils ont conservé ces grandes thèses qui permettent vraiment d'être exhaustifs et de renouveler en profondeur un sujet. Et il y a eu des découvertes formidables qui ont été faites par les historiens marocains, notamment sur le rôle de la mer au Maroc. On pensait que le Maroc était tourné dos à la mer, mais pas du tout. Au XIXe siècle, il y avait le dos tourné à la mer. Mais au XVIIe, au XVIIIe et même avant, le Maroc était une puissance maritime. Le Maroc, l'histoire a totalement changé également, parce que quand j'ai écrit mon livre dans les années 90, nous étions en plein règne du roi Hassan II. Et toute la période contemporaine a totalement été bouleversée. Il y a eu la question du Sahara, il y a eu le changement d'orientation de la politique marocaine, il y a eu la refondation de la monarchie marocaine. Et je reviens toujours aux découvertes historiographiques, ce qui fait que ce n'est plus du tout le même livre. Alors bien sûr, on va retrouver les Almohades, les Almoravides, etc. Et même là, il y a eu des découvertes formidables, parce que là, ce sont les historiens espagnols qui ont beaucoup travaillé sur la question. Et j'ai intégré l'historiographie la plus contemporaine. Non, c'est un livre totalement différent de celui que j'avais écrit il y a 25 ans. Comme mon histoire d'Afrique du Sud, d'ailleurs. L'histoire d'Afrique du Sud que j'ai publiée il y a 1 an est une histoire totalement différente de l'histoire que j'ai publiée en 1986, parce qu'il y a toute une dimension ethnique qui n'apparaissait pas à l'époque
et que j'ai intégré sur la longue durée et qui ne se trouvait pas dans le livre. Et puis c'est un pays qui a totalement changé. Le Maroc de Mohamed VI a autant changé par rapport au Maroc d'Hassan II que l'Afrique du Sud de l'époque de Botha par rapport à l'époque de Zuma. Et l'évolution politique a fait que se sont ouverts des champs de recherche historique en amont. Et ces champs de recherche historique, totalement inconnus en France, je les ai intégrés dans mon livre. Et puis je crois que vous avez fait une part importante, vous avez laissé une part importante à la question du Sahara occidental, qui est une colonne de discorde évidemment permanente entre Maroc et Algérie. Nous aurons l'occasion donc d'en parler. En tout cas, ce que vous nous dites là, évidemment, nous met l'eau à la bouche, puisque toutes ces nouveautés, toutes ces lectures différentes du passé marocain, on va vous demander de nous éclairer évidemment à leur sujet. Et vous avez commencé à évoquer tout à l'heure la période antique. Alors pour ce qui est de la Mauritanie avant la conquête romaine, quels sont les éléments nouveaux qui ont été mis en lumière au cours des dernières décennies? Eh bien, premier élément, un royaume de Mauritanie existait. Deuxième élément, les Romains n'ont pas fondé Volubilis. Volubilis existait avant Rome. Rome a développé Volubilis, mais Volubilis était une des capitales du royaume de Mauritanie. Troisième grande nouveauté, qui est vraiment très importante, l'on nous dit la division du Maghreb en 3 pays, Tunisie, Algérie, Maroc, est totalement artificielle, sauf bien entendu le Maroc. Pas du tout. Nous sommes très exactement dans le prolongement des grands royaumes berbères. Les grands royaumes berbères, avec le royaume des Massiles, l'actuelle Tunisie, moins Carthage, le royaume des Macéciles, c'est-à-dire entre la Tunisie et la rivière Moulouya, et puis le royaume des Maures, l'actuel Maroc. Donc il y a une entité qui existe à l'époque pré-romaine, une triple entité qui va disparaître ensuite à l'époque post-romaine, à l'époque musulmane. Parce que la seule entité qui va se maintenir, ça va être le Maroc. Tandis que l'Algérie va disparaître. La Tunisie aura une évolution un peu bâtarde, mais c'est une autre discussion. Et c'est une réalité qui est fondamentale. Alors, autre élément tout à fait intéressant, nous avions sur les limites de l'implantation romaine, on a dit beaucoup de choses. Maintenant, nous commençons à être bien renseignés. Le Maroc actuel n'a jamais été profondément romanisé. Il y a eu une zone qui a été très romanisée, c'est l'extrême nord, la région de Tanger. La région de Tanger, les ports du Rif, mais les Romains ne sont pas rentrés dans les montagnes du Rif. Une petite partie du littoral atlantique, avec quelques points d'escale, comme Lixus, comme Tamoussida, comme Salah, peut-être Mogador. Qui était d'anciens comptoirs carthaginois. Oui, qui était pour la plupart des comptoirs carthaginois. Et à l'intérieur, les Romains avaient en fait installé une pénétrante jusqu'à Volubilis, et au sud de Volubilis avaient 2 ou 3 petites garnisons, dont Tokolosida et Elgour. Et ce qui est frappant, c'est de voir qu'à l'ouest de Volubilis, à l'est de Volubilis, tout le Moyen Atlas est inconnu des Romains, la vallée de la Moulouya est inconnue des Romains, et les Romains ne passaient pas de leur zone de l'actuelle Algérie à l'actuel Maroc par voie de terre, mais par voie maritime. Ouais. Très rapidement, dès le IIe siècle. Ce qui fait que très tôt, Rome va se replier sur, même pas le Maroc utile, sur la partie du Maroc qui flanque les Espagnes. C'est-à-dire que la présence romaine va s'installer sur le littoral du Rif jusqu'à Tingi, d'où la Mauritanie tingitane, Tingi, pour couvrir le flanc sud de l'Espagne. Et entre à peu près Alger, actuel, à peu près grosso modo, et l'actuel Maroc, mais c'est une zone qui va être très largement abandonnée. Abandonnée à qui? Dès le IIe siècle, aux tribus berbères nomades, qui poussent vers le nord, qui poussent des irruptionnes, qui poussent des mouvements vers l'intérieur du pays. Et
la présence romaine va être excessivement dense dans l'actuelle Tunisie, dans l'est de l'actuelle Algérie, zones qui vont être profondément christianisées, alors que toute la partie de l'actuel Maroc va être très peu touchée par la christianisation. Par exemple, nous savons qu'au IVe siècle, il y a environ 550 à 600 évêchés, 550 à 600 évêchés, entre Benghazi et Tanger. Mais dans l'actuel Maroc, il y en a deux. Seulement deux. Parce que cette zone n'est pas christianisée. Les Berbères vont passer directement du paganisme à l'islam. Et ce qui n'était pas le cas dans l'actuelle Algérie, ce qui n'était pas le cas dans l'actuelle Tunisie. D'ailleurs, ce qui est tout à fait frappant, y a-t-il un lien de cause à effet? Je ne sais pas. L'historien se borne à constater cela. C'est que, à aucun moment, les Berbères marocains ne vont combattre l'islam. Ils vont se rallier tout de suite à l'islam. Mais un islam particulier. Ils vont le mettre à leur sauce. Tandis que les Berbères d'Algérie, donc les Kabyles, vont lutter contre l'islam. Et ils vont lutter pendant un siècle. Ils vont se regrouper, ils vont mener la vie dure, ils vont plusieurs fois chasser, aidés par les Byzantins, ils vont plusieurs fois chasser les arabo-musulmans qui vont s'installer à Kérouan, qui vont pousser des raids de plus en plus profonds. Tandis qu'au Maroc, nous sommes très mal renseignés sur la question, mais nous n'avons pas de traces de résistance berbère à l'islam. Parce que les conquérants arabo-musulmans qui arrivent dans l'actuel Maroc vont avoir l'intelligence de comprendre que le monde berbère marocain est un monde qu'il vaut mieux ne pas se braquer, et ils vont laisser les Berbères marocains vivre leur vie traditionnelle, et ils vont simplement leur demander l'adhésion à l'islam. Vont arriver les Arabes physiques et ethniques plus tard. Et ce sont d'ailleurs ces Berbères marocains, ceux du Rif, qui vont fournir les contingents de la conquête de l'Espagne à partir de 711. Ils vont passer du paganisme à l'islam, conquête des Espagnes. Et ce phénomène est tout à fait intéressant parce que les Arabes vont arriver beaucoup plus tard et le premier royaume marocain, le noyau du premier royaume marocain, va être fondé pourtant par un Arabe, Idriss. Idriss, qui est un Alide, qui est un membre de la famille du prophète, qui est obligé de fuir l'Arabie au moment des persécutions alides, et qui va se réfugier. Alors son frère va s'installer à Tlemcen, et lui va s'installer à Volubilis. Et là, il va avoir, ou la chance, ou le hasard, on ne sait pas, il va s'installer au cœur de la confédération berbère qui tient tout le nord du Maroc. Et la tribu des Berbères qui le reçoit était une tribu qui était originaire de Kabylie. Et cette tribu avait migré, s'était installée dans la région, et cette tribu va donc l'accueillir, et Idriss va, à partir de cette tribu, fonder le premier noyau de l'État marocain. Mais il n'y a pas d'Arabes ethniques à l'époque au Maroc. Idriss meurt, est empoisonné, son fils, donc Idriss II, qui est donc un métis d'Arabes et de Berbères, va vouloir se dégager de l'emprise de la tribu berbère, sont les Maghraouas, et de son beau-père, et il va quitter Volubilis, Walili, en arabe, et il va fonder la ville de Fès. Et il va faire venir au Maroc le premier noyau de population arabe, et qui ne vient pas d'Arabie, qui vient d'Espagne. Il fait venir des Arabes, non pas des Berbères, mais des Arabes qui sont en Espagne, et qui vont constituer son premier marzen, sa première administration, ses premiers gardes du corps. Et une évolution va se produire qui est tout à fait intéressante, parce que le monde berbère demeure totalement authentique encore à cette époque. Le monde berbère marocain va demeurer totalement authentique jusqu'au XIIIe siècle, jusqu'au XIVe siècle même. Et ce monde berbère marocain, qui a accepté l'islam d'entrée de jeu, va paradoxalement refuser l'arabité. Et il va jouer de l'islam contre les Arabes. Alors, suivez-moi bien.
Suivez-moi bien. Les Berbères marocains vont être systématiquement des dissidents religieux, tant que ça va les arranger. C'est-à-dire qu'ils vont chaque fois épouser les dissidences religieuses qui affaiblissent le califat, vu comme la conquête de l'Orient et des Arabes. Mais l'islam ne les dérange pas. Mais la présence arabe, oui. Et ils vont ainsi embrasser l'hérésie kharidjite. Les Berbères sont des kharidjites. Ils vont être kharidjites. Alors qu'est-ce que le kharidjisme? Alors ne rentrons pas dans les détails philosophiques et religieux du kharidjisme, ça ne nous intéresse pas. Je ne veux pas d'histoire des religions. Voyons l'aspect politique du kharidjisme. Qu'est-ce que le kharidjisme? Le kharidjisme, c'est la négation du califat héréditaire. Qu'est-ce que l'enseignement traditionnel des califes d'Orient? C'est de dire, nous, tribus arabes, qui avons reçu le message de Dieu par l'intermédiaire du prophète, le dernier, le sceau des prophètes, nous sommes donc les tribus qui sont les tribus aristocratiques détentrices de ce message. Donc, le monde musulman nous appartient. Et la direction du monde musulman doit appartenir aux descendants de ces familles, qui sont les familles de la Mecque, Médine, etc. Et pour eux, l'islam, l'ensemble des zones conquises, qui ne sont plus arabes très tôt, elles vont être syriennes, elles vont être perses, elles vont être asiatiques, elles vont être berbères, elles vont être visigothes, etc. L'ensemble de ces terres est un bien de conquête. Et le califat doit échoir à un membre ou de la famille du prophète ou de ses tribus. Or, les Berbères vont dire pas du tout. Non, pas du tout, là, il y a malentendu. Que dit le Coran? Le Coran ne dit pas que le califat appartient pour l'hérédité aux descendants du prophète. Il dit que c'est le meilleur qui doit gouverner, le meilleur des musulmans, de façon très égalitaire. Tandis que vous avez une vision aristocratique et féodale. Tandis que ça peut très bien être un Nubien, un Berbère, un Andalou, s'il est le meilleur. Il n'y a pas cette hérédité dans la dévolution du califat. Ce qui est le moyen pour les Berbères de se dégager de l'emprise arabe. Donc c'est mortel pour les califes. C'est mortel, parce que ça remet en cause complètement le principe du bien propre. Alors, comment cette rébellion kharidjite s'implante-t-elle au Maroc? Elle s'implante de la manière suivante. Les gouverneurs arabes, le gouverneur arabe du Maroc, a besoin d'argent. Et il demande donc aux Berbères de payer l'impôt, comme les dhimmis, comme les non-musulmans. Et les Berbères disent, mais attendez, pas d'accord, parce que vous ne nous avez pas vaincus. Que les Kabyles de la région de Tunis ou de la région d'Alger payent l'impôt, peut-être, parce qu'ils ont été vaincus de guerre. Mais nous avons adhéré à l'islam. Et non seulement nous avons adhéré, mais en plus, c'est nous qui avons fait la conquête de l'Espagne. D'ailleurs, nous avons des fiefs en Espagne que nous ont donné les premiers conquérants arabes. Donc, si vous nous demandez de payer l'impôt, c'est que vous nous considérez comme des vaincus. Or, nous ne sommes pas des vaincus, c'est de notre plein gré que nous avons adhéré à l'islam. Et c'est ainsi qu'ils vont rentrer dans cette hérésie kharidjite, et ils vont, grâce à l'hérésie kharidjite, repousser le pouvoir arabe. Mais, dès qu'ils auront repoussé le pouvoir arabe, et dès qu'ils seront menacés par des États kharidjites, ils vont revenir à l'orthodoxie, dès lors que le califat ne les menace plus. Donc ils vont jouer, ils vont faire un nationalisme, ils vont procéder à un nationalisme berbère sans en avoir conscience, en jouant chaque fois des contradictions de l'islam. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental dans l'histoire de la naissance de l'État marocain. Oui, on voit déjà là se forger une identité particulière sur une base religieuse, mais qui va s'installer ensuite dans la durée sous des formes différentes au fil des siècles. Avec un islam excessivement syncrétiste qui va, dans le monde berbère, garder énormément de traits du paganisme. D'ailleurs, l'islam marocain est un islam avec les moussem, avec les fêtes des saints, les marabouts. Il va y avoir
constamment donc, dans l'histoire du Maroc ce tiraillement entre une identité berbère qui va utiliser l'islam pour affirmer son identité berbère et une volonté d'éradication des symboles païens qui demeurent dans l'islam berbère, qui en fait est une politique destinée à faire rentrer les berbères dans le droit commun. Et ceci est fondamental. C'est ainsi que toute l'histoire du Maroc, des premières dynasties, c'est une histoire berbère. Les Almoravides, les Almohades, ce sont des berbères. Et les uns sont des berbères sahariens, les autres sont des berbères de la montagne. Et l'on voit, si vous le voulez, chaque fois des dynasties berbères qui se créent en utilisant telle ou telle forme de l'islam. Alors que, en Kabylie, dans les régions demeurées berbères de Tunisie, dans les régions demeurées berbères de Libye, ce phénomène n'existe pas. Il n'y a pas eu utilisation de la religion par les Kabyles pour résister à l'arabisation. Alors l'arabisation va se faire plus tard. Il est évident qu'elle se fait également par le culte, comme dans la langue arabe. Mais on peut dire que jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, le monde berbère marocain est le même qu'à l'époque de Massinissa, et le même qu'à l'époque de Jugurtha, et le même qu'à l'époque du roi Bogude. Oui, finalement, cette arabisation que vous évoquez, elle interviendra donc à partir du XIe siècle avec les invasions hilaliennes. Alors, elle intervient sous les Almohades, qui sont des berbères. Alors, les Almohades sont les berbères de la montagne. C'est Inmel, c'est au sud de Marrakech, c'est le Haut Atlas. Ça sont les grandes belles tribus guerrières. Les Masmouda. Les Intata, les Aïd Sérouchet, enfin, les grandes tribus guerrières contre lesquelles nous avons rudement combattu et qui ensuite ont fourni de superbes unités à l'époque, les Tabors marocains, etc. Donc ces grandes tribus guerrières qui vont lutter contre les Almoravides. Alors, qui sont les Almoravides? Ce sont des Sahraouis. Ce sont des berbères du désert. Les Almoravides sont des purificateurs qui considèrent que... Ça y est, c'est toujours ce problème. C'est vrai que je parlais tout à l'heure en première partie de l'AQMI dans ces zones blanches, du désert. C'est toujours là que sortent, dans cette partie de l'Afrique, les fondamentalismes. Le fondamentalisme sort souvent du désert, parce que les gens sont face à d'autres milieux, etc. Donc, ces Sahraouis vont vouloir purifier l'islam occidental en disant mais non, de toute façon, cet islam berbère est un islam du Nord, est un islam païen, l'islam d'Al-Andalus est un islam décadent. Ils reviennent aux sources même d'une religion du désert. Ils reviennent aux sources, et en plus, ils sont dans le désert. Et ils vont donc développer un État impérial, qui est l'empire almoravide, l'empire des deux rives. Mais l'on a l'impression, quand on lit rapidement l'histoire du Maroc, que cet empire almoravide a parfaitement régné sur le Maroc, mais pas du tout. Cet empire almoravide a toujours été menacé au cœur du Maroc même par les berbères de la montagne, qui eux ne veulent pas du tout de cet islam du désert, cet islam purificateur, avec les gens voilés, etc. C'est pas leur islam, cela. Et ils vont, au nom de l'islam, lutter contre les Almoravides. Les Almohades qui sont les réformateurs. Donc ils vont prendre un autre islam fondamentaliste, mais différent, à la sauce berbère, et ils vont liquider les Almoravides. Et les Almoravides s'étaient pas étendus vers l'Est, très peu. Les Almoravides avaient fait cet empire qui partait du Sénégal et qui allait jusqu'au cœur des Espagnes. Les Almohades, eux, vont créer un empire qui va d'abord être un empire nord-africain. Les Almohades vont conquérir toute l'Afrique du Nord. Ils vont s'installer à Kérouan, etc. Et ils vont être confrontés à un phénomène très intéressant qui est que, en Égypte, les Fatimides, le califat fatimide, va vouloir se venger des Berbères, notamment des Koutama de Petite Kabylie. Que viennent faire les Berbères Koutama de Petite Kabylie avec les Fatimides d'Égypte.
Ben, tout simplement parce que les Fatimides, la troupe fatimide est une troupe berbère. Parce que le mouvement fatimide va trouver sa force en Kabylie. Et ce sont les tribus de Kabylie, également de l'Ouarsenis. Ouarsenis, petite Kabylie, grande Kabylie, qui vont fournir la masse conquérante. C'est une armée berbère qui va renverser le califat oriental et qui va prendre l'Égypte. Et qui va installer un islamisme chiite. Et les Fatimides, qui vont avoir un rôle très délicat, parce que leur troupe est berbère. Et ils délèguent le cœur de leur empire aux tribus berbères, pas du Maroc, de l'actuelle Algérie et de l'actuelle Tunisie. Et l'un de leurs principaux lieutenants se soulève contre eux. Les Fatimides n'ont pas les moyens d'Égypte, n'ont pas les moyens de monter des expéditions contre eux, et à ce moment-là, que se passe-t-il? Une déferlante sort du désert d'Arabie, ce qu'on aura appelé les invasions hilaliennes. C'est-à-dire que des tribus sortent d'Arabie, des tribus guerrières, de nomades pillards, plusieurs dizaines de tribus, déferlent dans le Sinaï, ravagent le delta du Nil, et les Fatimides, pour s'en débarrasser, vont dire l'herbe est plus verte, les pâturages sont plus verts vers l'ouest, allez donc vers l'ouest. Et ils vont orienter vers l'ouest la déferlante hilalienne, qui va prendre deux branches. Et là, on retombe sur la Libye. Une partie va descendre au sud de Sirte, vers Khadamès, vers le Fezzan, et ce sont ces tribus arabes là, qui vont conquérir ces zones, qui vont liquider les Berbères. Il ne reste plus que deux petites poches berbères en Libye, pas loin de la frontière tunisienne, pas loin du Djebel Nefoussa, et également vers le sud. D'ailleurs, à l'ouest, les deux seules zones, à l'ouest de la Libye, les deux seules zones non contrôlées par Kadhafi sont les deux zones berbères. Personne ne l'a vu, parce que bon, c'est pas les incultes de la presse qui peuvent savoir ça. Ce sont les deux zones berbères. Quand ils l'ont vu, ils n'ont pas su l'interpréter. Ils n'ont pas su l'interpréter. Pourquoi? Parce que ces zones ont toujours été en rébellion, car Kadhafi a voulu... C'est un bédouin, Kadhafi, sa tribu est originaire d'Arabie. C'est un bédouin qui veut arabiser les Berbères, et il a éradiqué la berbérité en Libye. Sauf ces deux zones, qui sont les deux zones au cœur de la confédération qui soutient Kadhafi, qui lutte contre lui. Ça, c'est intéressant de voir ça. Alors donc, ces tribus avancent, elles vont complètement ravager la Libye, elles vont complètement détruire. Jusqu'à cette époque, la Libye avait des vergers, avait des arbres fruitiers. Tout est rasé, tout est pillé. L'actuelle Tunisie est complètement détruite. Et les Berbères almohades se portent au-devant d'eux pour les repousser. Et là, se passe un événement assez extraordinaire, c'est que l'armée berbère almohade écrase les Arabes, les écrase. Et les sultans almohades, au lieu de les renvoyer vers l'Est, sont à ce moment-là sollicités par la Reconquista que vous connaissez bien, Philippe Conrad, la Reconquista chrétienne qui redémarre en Espagne, et les princes musulmans qui avaient fait appel aux Almoravides, qui ensuite s'étaient retournés contre les Almoravides, face aux dangers chrétiens, font appel à nouveau aux Marocains, et cette fois-ci aux Almohades, et les Almohades se disent, bon, plutôt que de passer tous ces Arabes au fil de l'épée, on va les prendre comme soldats, on va les envoyer en Espagne pour faire la guerre contre les chrétiens. Mais, manque de chance, le sultan meurt, et son successeur se retrouve avec sur les bras toute une série de tribus. Les Beni Solahem, les Beni Mahil, etc. Et il va, au lieu de les repousser, les installer dans la zone qui ressemble territorialement le plus à leur zone de départ, la vallée de la Moulouya, qui sépare l'actuelle Algérie de l'actuel Maroc. Et ces tribus vont commencer à s'installer dans la zone, à nomadiser, et à partir de ce moment-là, l'élément ethnique arabe est introduit au Maroc. Et cet élément ethnique arabe va poursuivre ses activités bédouines, c'est-à-dire de nomadisation. Ils vont contourner Atlas par la trouée de Taza, et ils vont s'abattre sur les plaines atlantiques. Toute la région des Doukala
Les populations des Doukala s'imaginent être arabes. Elles ne sont pas arabes. Il s'agit de populations de berbères qui ont été arabisées. Et le nom des tribus berbères du coin a disparu. Et il y a eu un remplacement de population qui s'est produit, ou une arabisation de ces populations. Et c'est à ce moment-là que la coupure pleine montagne va se faire, qui n'existait pas auparavant, parce que les berbères étaient partout. Alors à partir de la fin de du 12e, 13e, accélération au 14e siècle, l'on voit cet élément arabe qui va intervenir dans la vie politique marocaine. Alors cet élément arabe qui va avoir un rôle fondamental, parce que cet élément arabe, à partir du moment où les dynasties berbères vont disparaître, pour être remplacées par la dynastie alawite, qui est une dynastie arabe originaire du Tafilalet, on les appelle également les Philaliens parce qu'ils sont originaires du Tafilalet. Donc les alaouites arrivent d'Arabie, ils sont des descendants du prophète, hein, c'est une famille de shérifs, et ils s'installent donc dans le sud du Maroc, dans la région du Tafilalet. Et à partir du moment où les alaouites vont être au pouvoir, ils vont être en permanence confrontés à un double phénomène. L'État marocain est puissant et il contrôle la plupart du pays. L'État marocain est faible et des dissidences ont lieu un peu partout. Et les tribus arabes vont monnayer leur aide et leur appui contre des avantages. Alors à ce moment-là, on va voir des tribus arabes qui vont s'installer dans la plaine de Marrakech, alors que jusque-là, il n'y en avait pas. Donc, par le jeu de la féodalité, par le jeu des rapports de force, par le jeu des luttes pour le pouvoir, ces tribus vont prendre un rôle de plus en plus important, alors qu'elles sont relativement peu nombreuses au point de vue numérique. Et elles vont jouer un rôle déterminant dans l'histoire du Maroc. Alors, pendant toute cette histoire se déroulait, il y a eu, il faut le rappeler, un changement du centre de gravité. Nous avons démarré avec la dynastie idrisside autour de Fès. On bascule à Marrakech. C'est-à-dire au nord-est, avec les Almoravides d'abord, les Almohades ensuite. Nous passons à Marrakech. Nous passons à Marrakech. Et les Almohades commencent, très long siège de Marrakech, très long siège. Les Almoravides sont repliés dans leur cité. Et finalement, les Berbères de la montagne, les Almohades vont réussir à prendre la ville de Marrakech. Ils vont passer tout le monde au fil de l'épée. Tous les Almoravides vont être passés au fil de l'épée. Et les Almohades vont détruire le palais des Almoravides. Et sur les ruines du palais des Almoravides, ils vont construire la grande mosquée. Et Marrakech va devenir la capitale du Maroc, alternativement avec Fès. Donc, en fonction des dynasties, Fès, Marrakech, ou parfois d'ailleurs les deux. À telle enseigne que dans certaines périodes d'anarchie, notamment à l'époque des Beni Wattas, etc., mais ça c'est ultérieur, l'on distinguera un royaume de Fès et un royaume de Marrakech. Et disons que, comme le temps passe, l'unité marocaine va être refaite tout au long du règne des sultans alaouites, avec un double basculement. Jusqu'au XIVe siècle, disons même jusqu'à la fin du XIVe siècle, le Maroc est le pont entre l'Afrique et l'Europe. Parce que même si Al-Andalus n'est pas politiquement marocain, les émirs d'Al-Andalus sont totalement tournés vers le Maroc. Parce qu'ils dépendent du Maroc. Ils dépendent économiquement, ils dépendent militairement, etc. Et à partir du moment où la Reconquista se termine, le Maroc se retrouve en rétractation sur la rive africaine. Et le Maroc va reprendre une expansion qu'il a toujours eue, mais qu'il n'avait pas redéveloppée depuis l'époque des Almoravides, vers le sud. Parce que quand vous prenez la carte du Maghreb à l'Aqsa, c'est le Maroc, c'est le Maghreb extrême, le Maghreb occidental, qui est le Maroc, vous avez une grande ligne qui part d'Agadir et qui va jusqu'au Sénégal. Il n'y a pas de désert. Quand on connaît bien la région, et ceux de nos auditeurs qui ont connu cette zone savent très bien qu'il y a le long de l'océan une zone qui fait une dizaine de kilomètres qui n'est pas le vrai désert.
notamment dans toute la partie du Sahara occidental, zone que je connais bien, il y a rapprochées les unes des autres des petites cuvettes qu'on appelle les graras, qui reçoivent la nuit un minimum d'humidité maritime, qui fait que l'on peut, par endroits, cultiver, et il y a un minimum de pâturage. Ce qui fait qu'il y a un axe nord-sud, le long de l'Atlantique, qui est une route de migration et une route de commerce qui est tout à fait idéale, qui ne sera pas toujours utilisée, parce que les Rgibat vont souvent, la tribu des Rgibat va souvent couper cette route, ce qui fait que, bien souvent, des routes plus centrales du Sahara vont être utilisées, mais les Marocains vont les contrôler. Et les Marocains, à partir du moment où ils se replient sur la rive sud de la Méditerranée, vont redévelopper les axes transsahariens. Et les Marocains vont se trouver dans une géopolitique tout à fait intéressante. Tout à fait intéressante parce que, à partir de la fin du XVIe siècle, arrive un nouveau partenaire, la Turquie, les Ottomans. Et nous allons voir, et c'est là où on voit que les grands peuples n'ont pas d'ennemis éternels, et que les alliances peuvent changer. Au moment où la chrétienté espagnole repousse les musulmans, après que cette chrétienté espagnole eut expulsé les musulmans, nous allons voir l'État marocain et le roi catholique espagnol alliés contre les Turcs. Parce que les Turcs vont déferler sur l'extrême est du Maghreb, ils vont avaler l'actuelle Tunisie, ils vont avaler l'est de l'actuelle Algérie, et là ils vont buter sur la Moulouya. Ils vont buter sur la Moulouya et sur l'alliance militaire entre l'Espagne et le Maroc. Les Espagnols sont installés à Oran, ils ont une base forte à Oran, qui est commandée par un personnage haut en couleur, qui est le comte d'Alcaudete, et les Turcs vont essayer de pénétrer au Maroc, et le comte d'Alcaudete, avec ses piquiers espagnols sortis de la citadelle d'Oran, va prendre les Turcs à revers, pendant que l'armée marocaine va pousser, les Turcs vont être obligés de se replier sur Alger. Et les Turcs ne vont jamais prendre le Maroc. Le Maroc va échapper à la conquête ottomane. Et l'on voit, si vous le voulez, là, une géopolitique avec véritablement un nationalisme qui est capable de faire passer des intérêts de survie en oubliant des querelles, des oppositions, des guerres passées. Il y a un intérêt commun. Et c'est à ce moment-là que la Méditerranée occidentale échappe aux Turcs. Bien sûr, il va y avoir les pentes, bien sûr. Mais les Turcs, à partir de ce moment-là, vont comprendre, bon, ils ne peuvent pas passer en Méditerranée occidentale, parce que l'alliance maroco-espagnole est puissante, et ils n'arrivent pas à la casser. Et ceci est fondamental. Et dans le même temps, ce Maroc qui a été en quelque sorte bloqué vers le nord par la victoire de la Reconquista ibérique, il va orienter son expansion vers le sud à l'époque de la dynastie saadienne, où on va voir les Marocains, après le fameux combat de Tondibi, s'emparer de Tombouctou et pousser ainsi jusqu'au Niger. Alors là, il y a un espace d'expansion marocaine qui permet de mieux comprendre aussi les débats autour du Sahara, les nostalgies qu'entretient au Maroc la perte de Tindouf au profit de l'Algérie. Alors il y a une très belle histoire, parce que la conquête du Pachalik de Tombouctou par les sultans marocains qui vont combattre et qui vont vaincre l'empire Songhai, l'empire de Gao, l'empire des Songhai, est une superbe histoire, parce que les Marocains vont lancer à travers le Sahara une expédition maritime, une expédition guerrière, qui comportera des bateaux en pièces détachées pour pouvoir naviguer sur le Niger, pour battre les flottilles de l'Askia Mohamed. Et cette armée marocaine est une armée très particulière. 8 caïds qui la dirigent, 8 Espagnols. 8 Espagnols renégats, convertis à l'islam. Et la grande majorité de la troupe est une troupe espagnole, en grande partie, mais pas totalement convertie à l'islam. Et pendant toute l'histoire moderne du Maroc, le Maroc va avoir à sa disposition des troupes chrétiennes. À l'époque des Almoravides, il y a
une garnison chrétienne avec son curé, son aumônier, à Marrakech. Une garde catalane. Réverter. Et qui va faire souche au Maroc. Alors Réverter, l'histoire de Réverter est une très belle histoire. Réverter est un noble catalan qui est dépossédé par le roi d'Aragon et qui va mettre son épée au service du sultan marocain. Et après sa mort, il a 2 fils. Et finalement, il est restitué ses fils sont restitués dans leur baronnie, et l'un des fils rentre, reprend sa baronnie dans la région de Barcelone, et l'autre se convertit à l'islam, et va faire souche au Maroc, comme guerrier, et comme grand féodal, à la cour des sultans. Et pendant toute cette période, il y a une interpénétration très très importante entre l'Espagne et le Maroc, avec à la fois des renégats ou des contingents aragonais, surtout aragonais, qui vont venir ensuite servir au Maroc. Et puis, pendant toute la période médiévale marquée par la Reconquista, on voit aussi des nobles chrétiens qui mettent leur épée au service des différents rois de Taïfas, les petits émirs qui se battent entre eux. C'est l'occasion aussi ensuite de leur imposer le paiement d'un tribut. Mais l'on voit autant d'émirs du côté des chrétiens. Oui. On en voit autant d'émirs se mettre du côté des chrétiens. Donc il ne faut pas voir la Reconquista sous la forme, vous Philippe Coin qui avez écrit sur la Reconquista, c'est pas l'image d'Épinal avec un rouleau compresseur qui part des Asturies et qui dit maintenant nous allons repousser les morts jusqu'à Gibraltar. Alors avec le recul sur la longue durée, on peut reconstituer cela. Mais si l'on périodise l'histoire, c'est pas du tout cela. C'est un front mouvant, avec des alliances mouvantes, avec tantôt avance des uns, recul des autres, etc. On peut dire que l'islam espagnol s'est autodétruit très largement, car si l'islam espagnol n'avait pas rompu avec le califat, et si l'islam espagnol ne s'était pas émietté avec les reinos de Taïfas, les chrétiens ont eu vraiment beaucoup de mal à lutter contre un bloc islamique unitaire occupant tout le centre et tout le sud de l'Espagne. Oui. La division a beaucoup aidé les chrétiens. Oui, bien sûr. Alors, nous avons évoqué tout à l'heure Fès et Marrakech, mais il y a aussi une autre grande capitale traditionnelle, et je crois que vous avez une bonne raison pour bien la connaître, mon cher Bernard. Ah oui, c'est ma ville. C'est Meknès. Absolument. Celle du sultan Moulay Ismaïl, la grande figure de la dynastie alaouite. Le contemporain de Louis XIV. Le grand Moulay Ismaïl. Alors, le grand Moulay Ismaïl, qui est un personnage tout à fait intéressant. J'ai une étudiante marocaine qui m'a fait une très belle thèse du temps où j'étais encore professeur d'université, qui m'a fait une très belle thèse qui avait pour titre Moulay Ismaïl et Louis XIV, la course maritime et l'échec de l'alliance entre le Maroc et la France à l'époque de Moulay Ismaïl et Louis XIV. Très intéressant, parce que Moulay Ismaïl, qui est un politique très fin, a voulu emmener Louis XIV dans son alliance contre des puissances chrétiennes, à la fois contre les Espagnols et contre les Anglais. Et Louis XIV, qui était un fin politique aussi, a laissé croire à Moulay Ismaïl qu'il allait peut-être pouvoir rentrer dans son alliance à la condition que Moulay Ismaïl renonce à la course salétine. Et des ambassades se sont succédées, ont été envoyées les uns les autres, le grand corsaire Aïcha, Pidou de Saint-Olonge, les Français, etc. Et ces ambassades ont été reçues à Saint-Germain, c'était avant Versailles, à Saint-Germain, etc. Et pendant 20 ans, les contacts n'ont jamais cessé, et chaque fois, ils ont buté, la course reprenait, nous ont renoué les relations, etc. Jusqu'au moment où il y a eu la succession d'Espagne, et à partir du moment, bien sûr, où le petit-fils de Louis XIV montait sur le trône d'Espagne, il n'est plus question d'envisager un quelconque moment. À ce moment-là, Moulay Ismaïl rompt les négociations avec la France et se tourne vers les Anglais et vers les Huguenots qui vont s'installer, qui vont devenir les partenaires du commerce marocain pendant un certain moment. Moulay Ismaïl qui a véritablement créé l'État moderne marocain. L'État moderne marocain qui va d'ailleurs demeurer jusqu'à l'indépendance, parce que il n'y aura pas de grande évolution dans les définitions de cet État marocain
jusqu'au moment où Mohamed V et Hassan II vont entreprendre un certain dépoussiérage de ces vieilles institutions et de cette pratique marzénienne. Mais ceci est tout à fait important à souligner. Oui, alors ce Maroc de Moulay Ismaïl, il va ensuite entrer à partir du XVIIIe siècle dans une phase d'affaiblissement, un peu comparable à ce qui se passe à l'autre bout de la Méditerranée pour l'Empire ottoman, et il va devenir très vite, évidemment, l'homme malade du Maghreb. Il va devenir bien sûr un enjeu pour les puissances européennes. Alors quelles ont été les étapes de la pénétration européenne dans ce Maroc, dans cette extrémité du Maghreb? Ce qui est intéressant, c'est de voir que les Européens et nous Français avons une vision du Maroc qui est la vision du Maroc du XIXe siècle. C'est-à-dire que au XIXe siècle, le Maroc est dans une phase totale de décadence. L'État se délite, l'autorité du sultan se délite, les tribus de la montagne sont quasiment indépendantes, et nous fondons toute notre analyse, héritée encore aujourd'hui, sur cette situation. Comme si le Maroc avait toujours été, comme si la France avait toujours été en état de la guerre de 100 ans. Comme si la Chine avait toujours été celle du break-up of China. Voilà. Et dislocation complète. Or, c'est pas du tout cela dans la longue durée. Le Maroc sort d'une grande phase d'expansion, entre dans une période de décadence pour des raisons X ou Y, des raisons militaires essentiellement. Parce que le Maroc ne va pas prendre le parti de la modernisation militaire. En grande partie parce que son système l'interdit. Quel est le système? À partir du moment où il n'y a plus de mercenaires, il y a eu les mercenaires chrétiens, ensuite il y a eu les abides, les mercenaires noirs, mais comme ces abides se soulèvent, le sultan les liquide, donc il n'y a plus de mercenaires. Ce qui fait que les sultans vont créer, fonder, enraciner leur pouvoir sur la fidélité de tribus que l'on va appeler les tribus marzènes. Tribus qui sont fidèles et qui vont lever l'impôt pour le compte du sultan en échange d'avantages territoriaux et de la dispense d'impôts. Et tout le XIXe siècle va être l'histoire de la lutte des tribus marzènes contre les tribus non marzènes. La notion du bled Siba et du bled marzène, qui est une notion très récente, qui n'était pas une notion qui existait dans l'ancien Maroc. Alors, bien entendu, c'est pas que l'histoire du Maroc a complètement été renouvelée depuis certaines années, depuis une quinzaine d'années. Quand vous lisez les livres d'histoire du Maroc des années 50 ou autres, l'on vous parle du bled marzène et du bled Siba comme si c'était immémorial, mais pas du tout. C'est une période de décadence. Et dans chaque période de décadence, il y a le bled marzène et le bled Siba. Alors, le bled marzène, qui va être plus ou moins fort, plus ou moins réduit. Et sous certains souverains, le bled marzène, c'est la ville de Fès, et même pas les collines du Moyen Atlas autour, parce que le sultan est complètement assiégé dans sa ville de Fès. Alors, en même temps, cette vision-là permettait de justifier aussi le protectorat, l'intervention de la France, qui construisait en fait solidement un État marocain viable. C'est pas ce qu'a dit Lyautey. Lyautey va reconstruire, pas construire. Lyautey ne parle pas de construire, il parle de reconstruire. Oui. Alors, donc, nous en arrivons au Maroc qui intéresse les puissances. Alors, quelles sont les puissances intéressées par le Maroc? L'Angleterre, bien entendu. L'Espagne. L'Espagne va vite être écartée parce que les Espagnols ont d'autres problèmes et ils vont être engagés dans leur guerre avec les États-Unis. L'Espagne va être également dans un état de profonde décadence. L'Espagne va prendre des miettes au Maroc, mais avec des difficultés terribles à l'issue de défaites militaires. Même avant la guerre du Rif, il y a des défaites considérables que subissent les Espagnols à la fin du 19e, au début du 20e. L'Allemagne. L'Allemagne va comprendre très tôt que la France ne lâchera pas le Maroc. L'Angleterre va monnayer, des échanges vont se faire, et l'Angleterre va soutenir la France en échange de l'aide que la France va apporter à la politique anglaise dans l'océan Indien, en Égypte, etc. L'Allemagne va faire monter les enchères. L'Allemagne ne va pas chercher vraiment à prendre pied au Maroc, mais l'Allemagne va chercher à sauvegarder au maximum ses intérêts. Et finalement,
la France est la grande bénéficiaire. La France est la grande bénéficiaire, pourquoi? Parce qu'il y a l'Algérie. S'il n'y avait pas eu l'Algérie, la France ne se serait pas lancée sur le Maroc, parce que le parti colonial, ce que l'on appellerait les impérialistes maintenant, autour d'Eugène Étienne, etc., ont une priorité qui est fonder définitivement la présence française en Algérie. Or, pour fonder définitivement cette présence, il faut assurer la paix à l'Est et à l'Ouest. Alors, à l'Est, la Tunisie va être avalée rapidement, ne posera pas de problème, mais à l'Ouest, c'est un autre morceau, le Maroc. Ce qui fait que la France va procéder en tâche d'huile, va pousser au maximum la frontière de l'Algérie vers l'Ouest. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les oasis sont rattachés à l'Algérie. L'Algérie, qui n'a jamais existé et qui, par définition, ne possédait pas le Sahara, va se voir administrer le Gourara, le Tidikelt, la Saoura, qui étaient des régions qui étaient marocaines, qui dépendaient de pachas marocains. Les archives marocaines que j'ai consultées, j'ai longuement travaillé dans les archives marocaines, nous avons les daïrs de domination des pachas dans toutes ces régions, dans toutes ces vallées, dans toute cette chaîne d'oasis. La France va pousser jusqu'au moment où l'anarchie va être telle au Maroc que nous allons réussir à imposer le protectorat. Alors là commence véritablement une autre histoire. Là commence une autre histoire parce que le Maroc va avoir une chance considérable. La chance du Maroc, c'est d'avoir eu l'IOT. Imaginons qu'à la place de l'IOT, il y eut un général républicain borné et jacobin. Le Maroc n'existerait plus aujourd'hui. C'est-à-dire, on aurait fait au Maroc ce que l'on a fait avec l'administration algérienne. Alors en Algérie, tout s'est bien passé jusqu'en 70. Sous l'ancienne monarchie et sous l'empereur Napoléon III, tout s'est bien passé. Parce que, et l'empereur Napoléon III avait bien résumé sa politique, je suis l'empereur des Arabes et des Français. Mais l'Algérie est à la France, mais l'Algérie n'est pas à la France. Et l'administration est une administration militaire, avec les bureaux arabes, etc. En 1870, poussé par le cardinal Lavigerie, on ne dira jamais assez le mal qu'a fait le cardinal Lavigerie, à la fois pour notre famille politique, mais également pour la colonisation. Le cardinal Lavigerie est un des responsables de l'échec de l'Algérie française, car ce que ne savent pas nos auditeurs, c'est que Lavigerie est allé à Tours, auprès du gouvernement insurrectionnel, le gouvernement de Tours, ministre de l'Intérieur Crémieux, et tout l'appareil doctrinal de Crémieux sur l'Algérie, c'est Lavigerie qui lui a rédigé. Moi, j'ai publié dans mon histoire de l'Afrique le document de Lavigerie remis à Crémieux. Et Crémieux va appliquer, ne parlons pas des décrets Crémieux, c'est une affaire annexe, mais l'administration, la fin des bureaux arabes, le jacobinisme, le rattachement directement à Paris, etc. Ce qui va provoquer Mokrani, ce qui va provoquer la révolte kabyle. Mokrani, moi j'ai toujours... Ma famille a toujours été fidèle à la France. Le père de Mokrani est un des hommes qui a fourni les contingents pour conquérir Constantine. Et tribu totalement fidèle à la France. Du jour au lendemain, on enlève les cadres militaires et on met l'ancien préfet du Rhône qui arrive, qui parle pas du Rhône ou du Calvados, peu importe. L'administration jacobine, civile, dans toute son horreur, dans tous ces gens gris qui connaissent pas les langues du pays, qui sont transposés. Le jacobinisme dans toute son horreur. Révolte kabyle, révolte de Mokrani. Mokrani eut parfaitement raison de se révolter. C'est un féodal qui se révolte contre cette médiocratie républicaine. Alors, la chance du Maroc, c'est d'avoir eu l'IOT. C'est d'avoir eu l'IOT, un monarchiste, pas n'importe quel monarchiste, un légitimiste. C'est autre chose. Et traditionnaliste, etc. Et l'IOT qui a fait des bêtises dans sa jeunesse, à ce propos. L'IOT a été un des éléments de la poussée française vers le Maroc. Et Lyoté, qui va faire un voyage au Maroc en 1907 avec Regnault, et là, il est sidéré. Parce qu'il connaissait quoi du Maroc, le général Lyoté? Il connaissait les tribus qui faisaient des redzous sur la frontière. Il ne soupçonnait pas cette civilisation. Et il découvre une civilisation. Et ces lettres de Rabat sont extraordinaires. Je les publie dans mon histoire du Maroc. Il écrit ses lettres de Rabat, ses lettres à son ami, à Vogüé notamment. Il écrit sa découverte. Donc, quand il va être nommé
résident général, va dire « Mon souci est de ne pas algérianiser le Maroc », c'est-à-dire de ne pas appliquer au Maroc l'administration jacobine, mais au contraire de sauvegarder les institutions marocaines, aider le Maroc à franchir le pas de la modernité, aider à reconstruire le pouvoir du sultan. Donc il dira, moi je suis le premier serviteur du sultan. Et il va réussir une politique tout à fait remarquable. Lyautey va constituer une alchimie de politique tribale tout à fait extraordinaire. Et il va réussir à pacifier le Maroc. Et le plus étonnant, c'est qu'il va même réussir pendant la guerre de 14. Parce que c'est un épisode dont on parle très peu. C'est que, au moment où éclate la guerre de 14, ce que les Français appellent la pacification, ce que les Marocains appellent la conquête, est dans une phase véritablement d'accélération. Les grands bastions de résistance ne sont pas soumis encore. Et ce qui est soumis, c'est toute la région du Haut-Atlas de Marrakech, avec les Goundafi et les Glawa qui se rallient à la France très tôt. Mais les grandes tribus, Aïssérouchen notamment, toutes les tribus qui prolongent le Haut-Atlas vers le Moyen-Atlas, sont en guerre. Je suis dans la région de Taza. Et Lyautey reçoit l'ordre de dégarnir complètement son front, d'évacuer tout l'intérieur du Maroc et de se replier sur Casablanca et Rabat. Et Lyautey refuse. Et Lyautey va évacuer au contraire l'arrière et va garder les postes sur les frontières. Il dit, j'ai fait la politique de la langouste. C'est-à-dire, je mets la carapace, mais elle est vide. Une carapace vide. Et il peut envoyer donc des régiments entiers, les régiments qui partent se battre en France. Lyautey est appelé donc au ministère de la guerre. Ça se passe très mal. Il quitte pour les raisons que l'on connaît. Il revient au Maroc. Et pendant la deuxième partie de la guerre de 14, il va reprendre la pacification. Et quand la guerre de 14 se termine, le protectorat est plus vaste qu'il n'était avant la guerre de 14. Et ensuite, bien entendu, dans les années 18-20, Lyautey va achever cela jusqu'au moment où va éclater la guerre du Rif. Alors là, la guerre du Rif, c'est véritablement la vengeance de la République envers Lyautey. Parce que Lyautey est surpris. Il est surpris par cette insurrection du Rif. Il savait que des choses se passaient. Lyautey n'aimait pas les Espagnols. Il n'aimait pas les Espagnols. Il n'aimait pas la méthode de politique espagnole. Il ne faisait pas une grande confiance à l'armée espagnole. Il avait raison. Ensuite, il estimera un homme comme Franco, le Tercio, etc. Lyautey ne comprend pas les débandades militaires espagnoles, parce qu'il faut dire que les Espagnols se font étriller pendant la guerre du Rif, mais c'est épouvantable. Alors, il y a un problème qui mérite d'être souligné, et je le souligne dans mon livre, c'est que les Espagnols ont de très bonnes troupes. Ils ont d'excellentes troupes. Mais ils n'envoient au combat que des conscrits non formés. Et ils gardent leurs bonnes troupes en réserve. Et ces bonnes troupes en réserve vont intervenir finalement, puis avec la création du Tercio, c'est Franco qui va sauver la situation, n'est-ce pas? Et quand les bonnes troupes vont arriver, les Rifins vont être bloqués. Mais pendant des années, les Espagnols vont se faire massacrer, mais par milliers, des généraux, des général Silva, c'est des défaites terribles. Alors Lyautey n'a pas le contact, il ne sent pas les Espagnols. À la différence de Pétain. Pétain, lui, va être... c'est une raison de brouille entre Pétain et Lyautey. Et Lyautey est surpris, mais il va reprendre l'initiative. Et il comprend tout de suite, avec les peu de moyens qu'il a, parce qu'il a très peu de moyens. Les moyens vont arriver après avec Pétain. Il a très peu de moyens, et il voit tout de suite que le cœur du dispositif, c'est les tribus de la partie centrale du Rif, qu'il faut absolument détacher d'Abdelkrim. Les Beni Ouriagel. Donc ça, c'est la tribu d'Abdelkrim. Et il va donc jouer là-dessus, et il réussit à reprendre l'offensive. Là-dessus arrive Pétain. Quand Pétain arrive, la situation est redressée. Pétain arrive en tant qu'inspecteur de l'armée, et Pétain va rédiger un rapport aussi injuste que méchant à l'encontre de Lyautey. Et il va dénoncer
des errements militaires de l'IOT qui ne sont pas des errements militaires, qui sont au contraire la continuation de cette subtile politique tribale. Parce que l'IOT part du principe qu'il ne faut pas éliminer, il ne faut pas exterminer une tribu, car cette tribu va devenir notre allié. Donc il faut la soumettre dans l'honneur. Et Pétain va, lui, prôner la guerre à outrance, la guerre d'écrasement. Et ce rapport est fait par Pétain donc à Paris. Changement de gouvernement. Les adversaires de l'IOT arrivent au pouvoir. Les sensibilités réactionnaires et de l'IOT commencent un peu comment dirais-je, à énerver dans les hautes sphères dirigeantes de la République. C'est l'époque du cartel des gauches. Tout à fait. Et Pétain, lui, n'est pas suspect. Pétain est un officier républicain. Et Pétain est envoyé au Maroc avec une mission très claire, doubler l'IOT dans le domaine militaire. Or, l'IOT dit, mais c'est pas possible, parce que ma position de résident général est une position de chef politique et de chef militaire. Dans cette politique tribale, on ne peut pas être uniquement chef militaire et chef politique. Si vous m'enlevez la direction militaire, c'est le protectorat qui s'effondre. On dit, bon, l'IOT démissionne. L'IOT rentre en France, et Pétain a les mains libres, et Pétain va écraser la révolte du Rif. Mais il va écraser la révolte du Rif avec une guerre totale à l'européenne. Il va recevoir des moyens, l'aviation, etc. Les Rifins sont broyés, détruits, et ça va rester dans les mémoires. Tout à l'heure, vous avez utilisé l'expression refondation de la monarchie chérifienne. Qu'entendez-vous par cette formule? La refondation de la monarchie chérifienne, c'est-à-dire que Hassan II a dépoussiéré, comment dirais-je, toute cette partie du rituel, tout en conservant l'essentiel, l'a modernisé avec une administration territoriale, avec l'équivalent de préfet. C'est Hassan II, le refondateur. Oui, Hassan II, refondateur. Et Mohamed VI, qui, à l'heure actuelle, est dans une phase de grand renouvellement. Alors là, attention, s'il va trop loin, ça peut être dangereux. Il vient de... Mohamed VI a fait une chose remarquable, c'est que il est d'une autre génération que son père, par définition, et au Maroc, le personnel d'État est vieux. Parce qu'on ne met pas à la porte les vieux serviteurs au Maroc. Les vieux serviteurs restent là. Mais le problème, c'est que au XIXe siècle, les vieux serviteurs mouraient à 65 ans, parce que maintenant ils meurent à 85 ans. Ce qui fait, il y a plusieurs générations qui poussent derrière. Et donc, alors Mohamed VI a appelé les gens de sa génération au pouvoir. Et il a créé également des instances régionales. Donc, il a créé un début de véritable décentralisation avec des instances régionales qui permettent localement à des jeunes élites de passer aux affaires. Alors qu'auparavant, tout descendait du palais avec les gouverneurs et il n'y avait pas les échelons locaux. Tout simplement, il y a des échelons horizontaux locaux, ce qui donne une soupape de sécurité pour des jeunes qui ont besoin d'accéder aux affaires. Et il vient de réformer l'État marocain en annonçant que désormais, puisque le Maroc est une démocratie royale, et il y a des partis politiques, il y a des élections, désormais le Premier ministre sera automatiquement le chef du parti qui aura gagné les élections. Ce qui se faisait depuis quelque temps, mais qui n'était pas inscrit dans les règles ou dans la Constitution. Donc désormais, c'est cela. À mon avis, il ne faut pas qu'il aille plus loin. Parce qu'alors, s'il va plus loin, il risque de mettre en péril l'architecture même du système monarchique marocain. Et à l'heure actuelle, l'on voit tous ceux qui n'osent pas attaquer la monarchie, parce que c'est possible, et qui parlent de européaniser la monarchie, c'est-à-dire, certes, que le roi garde son aspect religieux, commandeur des croyants, mais qu'il abandonne le politique. C'est très dangereux, parce que... La reine d'Angleterre. Oui, mais la reine d'Angleterre, oui, mais l'islam est quand même plus fort que la religion anglicane, a plus d'assises. Et donc, et puis en plus, il
il est poussé par son cousin, Moulay Hicham, le prince rouge, l'Orléans des Alaouites. Hein. Et donc, oui, j'espère que ce sera pas un Philippe égalité, mais là, on sent que ceux qui n'osent, il y a toujours un courant anti-monarchiste au Maroc, le courant révolutionnaire de l'ultra-gauche marocaine, qui n'ose pas attaquer le roi parce que Mohamed VI est adoré au Maroc, et puis c'est vraiment une grosse présence, qui essaie de rogner ses pouvoirs. On sent la subversion qui est là. Et là, il ne faudrait pas que le roi aille trop loin dans non pas dans les réformes, très important les réformes, mais dans le changement de définition de ce qu'est la monarchie marocaine. Parce que le roi du Maroc est à la fois chef spirituel, il est à la fois chef de guerre, il est à la fois chef de peuple, et il a par la beya, c'est-à-dire l'obéissance, le serment de la beya, il est à la confluence de toutes les tribus du Maroc et de toutes les hiérarchies marocaines. C'est-à-dire qu'on vient lui prêter la beya, le serment d'allégeance. Donc il fait la synthèse autour de sa personne. Si vous enlevez un élément, il reste quoi? Une monarchie à l'occidentale. Une monarchie à l'occidentale, sur le corps social marocain, risque de poser de gros problèmes. Donc là, bon, je n'ai pas de conseil à lui donner, bien sûr, mais ne pas trop céder aux sirènes réformistes. Le Maroc a la chance d'avoir un jeune roi, alors que la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte avaient des vieux chefs. Là, c'est un jeune roi qui est adoré, qui est un personnage sacré, qui a réussi, on n'a pas parlé du Sahara occidental, qui a réussi l'achèvement de la politique de son père, parce que le Sahara est marocain et le Maroc ne lâchera pas le Sahara. L'Algérie est en train de mettre les pouces, le Polisario n'existe plus, les derniers responsables importants se sont ralliés au Maroc et le Polisario devient un mouvement mafieux qui va aider l'AQMI, un mouvement qui trafique les divers trafics qui peuvent se faire dans la région. Le Maroc a gagné. Le Maroc est devenu une immense puissance maritime, avec cette façade le long de l'Atlantique. Et si demain on trouve du pétrole, etc., le Maroc peut avoir des opportunités. Alors, le problème du Maroc, c'est qu'il est encore très agricole. Et comme Lyoté le disait d'une façon malicieuse, au Maroc, gouverner, c'est pleuvoir. C'est-à-dire que la pluie conditionne beaucoup de choses. Et l'on voit le PIB marocain en dents de scie en fonction des années, avec des bonnes pluies ou des mauvaises pluies. Et comme le Maroc n'a pas fait sa transition démographique, le Maroc a une surpopulation. Et là, il y a un gros problème. Il y a un problème donc, trop de diplômés chômeurs, une surpopulation. Donc il y a des problèmes. Il y a des problèmes réels. Mais le Maroc est un État-nation, avec des corps d'État, etc., qui fait que le Maroc est mieux armé pour résister. Et les perspectives des relations avec l'Algérie voisine? L'on rêve toujours à l'union du Grand Maghreb. L'Algérie nourrit un complexe, le complexe du parvenu par rapport à l'aristocrate. C'est ça, l'Algérie qui n'est pas un État, qui est une création coloniale. Les Algériens ont toujours jalousé les Marocains. Ils font un complexe d'infériorité à la fois politique, culturelle, et les Marocains leur rendent bien d'ailleurs. Mais c'est un problème, j'allais dire, quasiment psychanalytique entre le Maroc et l'Algérie. Plus qu'un problème politique. Voilà. L'Algérie est ulcérée par l'existence même du Maroc. L'Algérie, qui est un cône fermé sur la Méditerranée, peut pas accepter que le Maroc ait 3000 km de façade maritime tournée vers le grand large, etc. Que le Maroc ait 1500 ans d'histoire, alors que l'Algérie est une création coloniale française. Et le Maroc a perdu des territoires du fait de la colonisation qui sont aujourd'hui algériens. Hein. Alors, je voudrais simplement faire un petit rappel pour les auditeurs qui s'intéressent à l'actualité africaine. Si vous voulez être tenu au courant de mes communiqués, etc., envoyez donc simplement votre nom sur mon fichier mail et je vous mettrai sur ma liste de destinataires des communiqués et autres. Alors, donc bernard-lugan.com, c'est le site de mon blog et vous aurez là le moyen de me joindre. Donc bernard-lugan.com et tout est expliqué.
Eh bien, il me reste à remercier les participants à cette émission, Dominique Vénère et Bernard Lugan. Merci également Françoise Varlet. Nous nous retrouverons maintenant le 26 avril.